Bonjour à tous et bienvenue, c'est le 21e des prix de la saison. Ce week-end au Brésil, c'est très simple, il ne fallait pas lâcher son écran des yeux une seule seconde. Du drapeau vert en Q1 jusqu'au drapeau à damier le dimanche, la Formule 1 nous a offert ce qu'elle sait produire de meilleur. Bon, on va évidemment commencer avec le week-end des premières, et notamment la première pole de Haas et de Magnussen. Sûrement l'événement le plus fou, le plus improbable qu'on ait vu depuis longtemps, voire peut-être même depuis toujours. Hors Indy 500, seules 36 équipes ont réalisé une pole, c'est déjà très rare, et parmi elles, Haas est sûrement la plus petite et celle qui était la moins destinée à un tel accomplissement. Un exploit, c'est vraiment le genre de moment qu'on vit une fois tous les 15 ans. Évidemment, sans la météo et le timing du drapeau rouge, rien de tout ça n'est possible, mais il faut se rappeler que l'écurie était très forte dans ces conditions. Je crois que Magnussen fait 3e lors de la Q1 et ils l'ont sorti au bon moment, bien aidé par le fait qu'il soit dernier dans la pitlane au niveau des garages, mais ils étaient là, il n'y avait rien qu'ils pouvaient faire de mieux. K-Mag lui a tout simplement sorti le tour de sa carrière, il fallait le faire, mieux que ses 8 concurrents de la Q3. Rien à dire, et en vrai l'exploit se suffit à lui-même. Paul, Haas, Magnussen, tout est dit. Malheureusement en course, la réalité a un peu rattrapé le rêve, impossible de faire mieux que 8e lors du sprint, et en course la voiture a clairement affiché ses limites, et ça se termine avec ce triste abandon au premier tour face à Ricciardo. Au moins, ça leur a offert le plus beau moment de leur histoire, ils s'en souviendront, et un point assez inespéré qui fera peut-être la différence finale face à AlphaTauri dans la lutte pour la 8e place. Il y en a désormais 2 d'avance, il faudrait que l'écurie italienne fasse un top 8 à Abu Dhabi, donc ça peut tenir pour l'écurie américaine. Concernant le sprint en lui-même, franchement, on s'est totalement égalé. C'était de loin le meilleur depuis l'introduction de ce système par la FIA. Mais bon, à mon sens, c'est quand même énormément dû à ce circuit qui est vraiment génial. Interlagos, c'est fabuleux. C'est toujours là où il y a le plus de dépassements. C'est là où la ligne droite et le DRS fonctionnent. C'est là où le spectacle est entre guillemets naturel. On avait aussi une grille assez folle à cause de la qualif pluvieuse de la veille, ça donne toujours des remontées en course et du coup des dépassements, ça aide à animer le tout, et il y a aussi Verstappen qui a fait un mauvais choix pneumatique, ce qui a totalement rendu fou les premières positions. Mais la contrepartie, c'est que ça vient gâcher un peu le dimanche. Les stratégies sont déjà connues, la grille est déjà remise en ordre, et puis la belle histoire de Magnussen est déjà effacée. Malgré le fait qu'il garde la pole, ce qui est une aberration absolument incroyable. Bref, on aurait pu avoir un dimanche et un Grand Prix encore plus incroyable s'il n'y avait pas eu 100 km entre lui et la qualif. Donc pour moi, ce week-end n'a absolument pas prouvé que le format sprint était génial et que c'était une bonne idée. Non, on a juste eu un superbe sprint en lui-même grâce à plusieurs ingrédients réunis. Faut donc absolument pas en faire un truc permanent. De temps en temps, pourquoi pas, ça change, ça apporte d'autres éléments, une autre dynamique, c'est cool, mais je pense que les 6 de la saison prochaine sont déjà la limite acceptable. Allez, entrons maintenant dans le vif de ce Grand Prix qui a vraiment été super intéressant à suivre. Les deux Mercedes étaient en première ligne, c'était la première fois cette année. La bataille tactique promettait d'être intéressante et on savait d'ores et déjà que les gommes avaient une durée de vie très courte. Du coup, tout le monde est parti sur 2 voire 3 arrêts en étant hyper agressif, 2 soft et un médium pour la plupart. C'était vraiment ultra tendre. Mais il y a quand même un grand tournant dans cette course et quelque part, avec le recul, c'est sûrement ça qui a scellé définitivement le résultat. Évidemment, c'est l'accrochage entre Hamilton et Verstappen à la relance du 7e tour. Alors, Lewis se fait avoir par Russell qui relance de manière non conventionnelle, sans vraiment avoir ralenti le rythme et en repartant pendant un zigzag. Ça a permis à Verstappen d'attaquer direct, de plonger au premier virage sur l'extérieur et d'être presque à l'intérieur pour le 2e. Où ça s'est donc accroché. Pour moi, Lewis n'a pas laissé assez de place. Ils étaient 2, la bataille n'était pas terminée. Il ferme la porte trop fort. C'est agressif, mais vu qu'il est devant et que Max n'est pas vraiment en position de passer, c'est plutôt encore acceptable. Le souci, c'est vraiment que Verstappen, il a forcé, il a insisté, il a plongé et sincèrement, il n'y avait aucun monde où il pouvait passer le virage à 2, vu la vitesse qu'il a emmenée. Et ce, alors qu'il est quand même bien derrière à la base, donc ce n'est pas lui qui dicte le virage. Il a fait clairement un soit je passe, soit on se crache.
et c'est pas une manière de faire la course. Le plus gênant pour moi, ce sont ses déclarations d'après-course où il dit clairement qu'il ne comptait absolument pas lever le pied, peu importe comment se passait le virage et où étaient positionnées les deux voitures. Il dit aussi que Lewis a perdu la victoire alors que lui n'a perdu que 5 secondes, et c'est problématique. On ne peut pas se cracher délibérément dans quelqu'un sous prétexte qu'on a moins à perdre que lui. En plus, ça a totalement ruiné sa course, donc le move pour moi il est vraiment pas bon, et je suis d'accord avec les stewards, il est majoritairement responsable, et les 5 secondes de ce point de vue là du coup découlent logiquement. D'accord également sur la décision par rapport à l'autre accident de cette relance. Au début, j'ai cru que Leclerc avait trop serré Norris, mais ce n'est clairement pas le cas. Le Britannique est derrière, il a perdu, mais il s'ouvre et il va taper la Ferrari. Pénalité logique, surtout vu ce qu'on a vu depuis quelques années. En tout cas, cette relance totalement folle, elle a donné un champ totalement libre à un Russell qui avait déjà impressionné avec son bon tour en Q3 et aussi avec une autorité assez folle lors du sprint qu'il avait remporté. Débarrassé de ses deux seuls vrais concurrents, il va dérouler son rythme qui était meilleur qu'un Pérez un peu impuissant et il s'est calé sur la bonne stratégie, 2 arrêts en tirant bien sur les pneus. Et il a été totalement intouchable du début à la fin, même la safety car finale ne l'a pas du tout perturbé. En fait, on avait l'impression qu'il avait déjà fait ça 10 ou 15 fois. Ça m'a un peu rappelé la maîtrise dont il avait fait preuve à Sakir pour son premier Grand Prix chez Mercedes en 2020. Franchement, ce mec-là mérite de conduire à ce niveau-là. Il l'a prouvé, cette victoire elle est ultra méritée par rapport à tout ce qu'il montre depuis qu'il est en Formule 1. Et son émotion à l'arrivée faisait vraiment plaisir à voir. Voilà qui vient couronner une splendide saison de sa part, mieux que prévu, déjà adapté, déjà plus ou moins au niveau de Lewis, même si on pourrait dire qu'il a un petit peu moins de rythme pur. Et désormais vainqueur. En plus, on sait que quand on court après sa première victoire, on fait des erreurs, on est stressé, on est imprécis. Tant qu'on ne l'a pas, on pense qu'on ne l'aura peut-être jamais, il y a du stress. Mais dès qu'on l'a, il y a un déclic et tout s'enchaîne. Ça y est, George il l'a et c'est une nouvelle absolument incroyable en vue de la saison prochaine. J'ai aussi beaucoup aimé l'état d'esprit de toute l'équipe Mercedes et d'Hamilton. C'était l'union sacrée, tous unis pour aller chercher cette victoire et ils l'ont. Bravo! Lewis, lui, il l'a sûrement perdu dans ce tour raté en Q3 et évidemment dans cette collision du dimanche. Dommage parce qu'il va peut-être pas l'avoir cette saison et en dehors de ça, son week-end il est vraiment top. On aurait aimé voir une bataille à 3 sans l'accrochage, mais je pense que George aurait totalement pu la gagner aussi car les rythmes étaient vraiment très proches. Il a été un parfait leader de ce Grand Prix et plus globalement c'est vraiment un top week-end de Mercedes. Ils étaient au-dessus de la Red Bull qui a peut-être été un petit peu mal réglée, notamment lors de la première séance d'essai. Et quand on regarde, ils ont vraiment fait un travail incroyable cette année, couronné, ça y est, enfin par cette victoire, peut-être bientôt par la 2e place au constructeur. C'est à se demander s'ils font bien de changer de concept pour l'année prochaine. Mine de rien dans tout ça, ceux qui s'en sortent bien, c'est Ferrari. Ils sont juste derrière le jour où Mercedes fait un doublé. Et pourtant, que ça avait mal démarré avec les clowneries, il n'y a pas d'autre mot en qualification. 1 minute 30 pour mettre les bons pneus à Leclerc dans une Q1 où les conditions changent. Et ce choix fou de mettre les inters pour démarrer la Q3. Une nouvelle décision absolument illogique, c'est même fou d'avoir pensé à faire ce choix-là. Ça montre que l'écurie, elle est bourrée de défauts et que dans la chaîne de commandement, il y a toujours un truc qui coince. Il n'y a personne pour prendre la bonne décision, ils sont tous tétanisés. Le seul point paradoxalement positif de cette affaire, c'est que c'était peut-être la goutte de trop qui a fait déborder le vase Charles Leclerc. Pour la première fois, on l'a vu en colère contre Ferrari et surtout manifester cette rage à la radio, publiquement, devant les médias, dans les coulisses. Voilà, et c'est clairement ce qu'il doit faire maintenant. Il est le numéro 1, il a les qualités pour être champion, il a le contrat le plus long terme de l'histoire de la Scuderia, il n'a pas de temps à perdre, les autres fonctionnent très bien. Bref, il doit secouer la machine, sinon il est mort. Alors gueuler pour gueuler, ça sert à rien, il faut être constructif, mais enfin montrer du caractère et mettre l'écurie face à ses erreurs, ça c'est bon. Ferrari doit avoir peur de ne pas être assez forte et donc de perdre à terme son joyau Leclerc. Ce week-end, on a peut-être assisté au premier pas vers cette direction. En tout cas, on a le sentiment que Leclerc a posé un ultimatum et que maintenant, il veut faire bouger les choses. Et encore une fois, c'est frustrant parce que, hormis cette qualification, tout le reste du week-end, il est excellent chez Ferrari. Après le crash avec Norris, il y a une bonne adaptation, ça passe sur 3 arrêts, les 3 pit stops, ils sont réussis.
Il n'y a pas d'erreur, Leclerc il a été excellent, mais son pitfall aussi. Et c'est pareil avec Sainz, il a sorti un très bon week-end, il a été performant de A à Z, et de l'autre côté l'écurie elle a assuré. Elle a bien réagi quand il y a un tir-off qui s'est coincé dans ses écopes de frein, elle n'a pas paniqué, et en fin de course, elle a pris le podium en faisant le bon choix, s'arrêter dès la virtual safety car de Norris. C'était évident mais ils l'ont fait de manière claire, ça rapporte des points, et ça permet de bien limiter la casse, alors que Mercedes fait le coup jackpot et qu'ils étaient sûrement plus rapides. Par contre, il y a une petite question au moment de quitter Interlagos, c'est fallait-il intervertir les positions en fin de course pour donner 3 points de plus à Leclerc dans sa lutte face à Pérez au classement pilote? Personnellement, je réponds non. Carlos était devant de manière logique depuis le début. Sa place n'est pas anodine puisque c'est la 3e, donc on lui aurait enlevé un podium. Il était suffisamment devant en termes d'écart et il y avait Alonso qui traînait derrière. Ça aurait pu être dangereux de swapper. Le problème, c'est que l'écurie avait dit avant la course qu'elle ferait le changement de position et Sainz était d'ailleurs totalement d'accord. Si tu promets, tu fais. Leclerc a raison d'être énervé. Au final, on s'en fiche de ces 3 points, de ce podium anecdotique, et même si on va plus loin, de la 2e place au classement pilote. Ça changera la vie de personne. Mais ta parole, elle doit valoir de l'or. Tu dois pas te contredire, sinon on peut te manquer de respect. Encore une fois, on voit un manque de leadership, et ça crée ces fameuses situations entre deux, c'est oui mais non, qui tuent vraiment la Scuderia. Le problème de swap position est plus violent du côté de Red Bull cependant, où on a clairement demandé à Verstappen de rendre la polasse et il ne l'a pas fait. Pour le défendre, Checo était quand même 4 secondes derrière et lui il chassait Alonso, je crois qu'il termine qu'à 4 dixièmes, mais bon, il n'aurait jamais passé Fernando sur cette ligne droite, il le savait, il avait le moyen de freiner avant la ligne et surtout pour moi, il fait une énorme erreur en ne rendant pas cette position, en refusant la consigne à l'équipe. C'était là l'occasion de t'attirer un petit peu de sympathie à bas prix et d'être à la fois intelligent et humain vis-à-vis de Pérez, lui qui t'a aidé déjà de nombreuses fois et sans qui, ça c'est vrai, tu n'aurais pas pu être champion du monde à Abu Dhabi parce qu'il a freiné Hamilton et l'a empêché du coup de rentrer au stand sous la safety car. En plus, c'était ultra facile et gratuit. Max, il s'en fiche de ses 2 points de plus. Il n'avait rien à gagner, rien à perdre. Il a déjà tous les records cette saison. Laisse la place à Checo, ça te permet de le garder dans ta poche et de le récompenser. L'erreur humaine et stratégique est énorme à mon sens. Il risque de se mettre à dos Pérez et donc de se retrouver sans son meilleur allié dans le futur. En son temps, Schumacher a su donner des victoires, oui, carrément des victoires à Barrichello pour qu'il puisse rester dans l'esprit d'équipe et il a laissé Irvine se battre pour le titre en 99 en lui donnant aussi une victoire alors que le titre Ferrari, à la base il était censé être pour Michael et que ça lui faisait mal si jamais Irvine était champion. Hamilton lui a accepté de perdre 3 points au championnat en Hongrie en 2017 alors que Vettel était devant et tout ça pour que Bottas reste concerné et soit considéré. Verstappen, lui, là, il vient de mettre un coup inutile au moral et à l'envie de coopérer de Pérez. C'est pas malin et surtout, ça dévoile la plus grosse faiblesse de Red Bull, qui est aussi sa plus grosse force. Elle est trop max centrée. Déjà dans le sprint, ils ont refusé de donner la position à Pérez. Ça fait 3 points lâchés là-dessus ce week-end, alors que c'est censé être leur objectif numéro 1 de faire le doublé au classement pilote et qu'ils n'ont absolument plus rien d'autre à jouer. Ils ont aussi totalement abandonné Checo au moment de la safety car. Ils l'ont laissé en piste avec des vieux pneus. Il a perdu le podium, il a perdu 4 places. Mais bon, ils s'en fichent. Verstappen a terminé devant, c'est tout ce qui compte pour eux. On a bien là la preuve que la course et la stratégie de Checo, elles comptent beaucoup moins. Ils y prêtent beaucoup moins d'attention, même quand il est leur meilleure chance de victoire. Et ça, c'est pas normal. Le plus gênant, c'est Max à la radio sur un ton ultra violent qui ordonne à l'écurie de ne plus jamais lui demander de rendre une position. C'est Red Bull Racing ou c'est Verstappen Racing? Alors oui, il est meilleur. 10 fois, personne ne le conteste. Et oui, pour l'instant, ça gagne comme ça. Mais la question c'est jusqu'à quand et à quel prix? Avant d'avoir Pérez, ils ont quand même perdu 2 ans à cause de ce système. L'an dernier, ils ont perdu le constructeur à cause de cet écart trop énorme entre la voiture numéro 1 et la voiture numéro 2. Et dans l'avenir, ils pourraient perdre plus gros si Pérez décide maintenant de jouer sa carte, surtout qu'il a un contrat signé jusqu'en 2024, donc il s'en fiche.
Et puis niveau image, déjà qu'on n'aime pas trop quand une écurie privilégie un pilote, même si là pour le coup c'est logique sportivement, je crois que ce qui s'est passé dimanche, ça a mis un coup à leur image. Si Max et l'écurie ne considèrent plus Checo, c'est pas bon. Je pense donc qu'il est assez important que l'écurie ne se laisse pas marcher dessus par Verstappen. Oui, il est privilégié et c'est logique, mais non, il ne doit pas être au-dessus de l'institution, comme je trouve il l'a été hier. Alors, dernier détail là-dessus, et il est absolument énorme. Apparemment, Max n'aurait pas rendu la position parce qu'il en veut à Checo pour s'être craché volontairement lors de la qualif à Monaco pour qu'il puisse rester devant lui sur la grille. Checo l'a avoué à Red Bull et Max lui en veut. La théorie est confirmée par les bouts de télémétrie qui sont sortis depuis hier soir. Apparemment, ce serait vrai. Il y a des journalistes aussi ultra crédibles qui l'ont affirmé en premier. Ils n'ont pas de raison de le faire si ce n'est pas vrai. Et Max a lui-même dit que s'il n'a pas rendu la position, c'est à cause d'un événement qui est arrivé plus tôt dans la saison avec Perez. Franchement, l'histoire elle est encore beaucoup trop floue, mais faut pas la prendre à la légère. Se cracher volontairement pour obtenir un résultat positif, on est sur Schumacher-Monaco face à Alonso, on est presque sur un Crashgate, même si c'est encore un petit peu différent. Donc il faudra sûrement une sanction pour Checo si c'est avéré, je sais pas laquelle, je sais pas comment, parce qu'on est 6 mois après. Et surtout maintenant, ça va avoir des répercussions sur l'ambiance de l'équipe. C'était censé être leur petit secret. Maintenant, c'est rendu public. Ils se sont engueulés à propos de cette position sur la piste dimanche. Dans quel état est vraiment la relation Red Bull, Perez, Verstappen ? Attention, affaire à suivre, je pense qu'on n'a pas fini de l'entendre parler. Allez, on rentre dans le midfield et j'appelle tout de suite à la barre Monsieur Fernando Alonso. Pourquoi, Fernando, pourquoi es-tu à la fois si fort et si bête ? Franchement, ça m'attriste. Niveau performance, il n'y a juste rien à dire. Le mec est phénoménal. Son week-end est fou. Il n'y avait que les 3 top teams qui étaient plus rapides que lui. Dimanche, il remonte de P17 à P5. Il vole, il fait des trucs vraiment inouïs, vraiment rares. C'est un génie le mec, c'est un monstre. Des pilotes comme lui, il n'y en a peut-être pas 10 dans l'histoire de la Formule 1 en termes de talent pur. Mais pourquoi est-ce qu'il a toujours besoin de rejeter la faute sur les autres, de tout politiser, de tout compliquer, de tout gâcher ? Depuis quelques semaines, il a commencé à être absolument odieux, de manière injuste, envers une écurie alpine qui n'a rien à se reprocher, qui n'a rien fait de mal, et envers un Esteban Ocon qui a juste piloté de manière normale. Les commentaires qui disent que la voiture numéro 14 tombe en panne comme par hasard, comme si c'était une conspiration, alors qu'Ocon a aussi ses problèmes, on l'a clairement vu ce week-end. Les déclats comme quoi Esteban est un pilote à problème et qu'il sera content de ne plus être avec lui l'an prochain. Les messages disant qu'il a hâte d'aller chez Aston Martin l'an prochain, carrément jouer le titre, alors que l'Alpine qu'il conduit actuellement est la meilleure voiture qu'il n'ait jamais conduite depuis 2014 et qu'elle est largement au-dessus de la pauvre petite Aston. Sincèrement, c'est pas nécessaire. Il cherche clairement à affaiblir une écurie qui d'ici une semaine sera une de ses concurrentes. Voilà, c'est la politique de la terre brûlée. C'est dommage qu'Alpine rentre un petit peu dans son jeu, c'est dommage qu'il ait toujours besoin de faire ça. Ça vient un petit peu abîmer tout ce qu'il a fait de bien humainement depuis son retour. On pensait qu'il avait changé, eh bien non, sa cote s'est totalement écroulée en quelques semaines, alors qu'il n'a peut-être jamais été aussi fort sur la piste. Sinon, pour revenir aux incidents du samedi dans le sprint, pour moi, Ocon ne laisse pas assez de place au virage 4, mais Alonso prend un poil trop de risques face à son coéquipier, et sur la ligne droite, c'est lui qui se décale encore une fois trop tard, mais Esteban prenait aussi une trajectoire normale, comme s'il n'y avait personne derrière lui. Un peu plus pour Ocon dans le premier cas, un peu plus pour Alonso dans le deuxième, c'est juste dommage de tout gâcher dans le premier tour d'un sprint, mais voilà, ça doit s'arrêter là. Alpine a une voiture géniale, le duo fonctionne à merveille, il n'y a aucune raison de foutre le feu à l'écurie comme ils l'ont fait. Heureusement pour eux, tout se termine vraiment hyper bien. On a déjà Ricciardo qui fait une double erreur d'appréciation lunaire sur Magnussen, McLaren ensuite qui n'avait pas de rythme, Norris qui finit par abandonner, une course de fou, 14 points à l'arrivée et un petit matelas de 19 sur McLaren. Ça devrait le faire pour la P4. C'est bon, du calme. Il y aura donc eu une belle frayeur ce week-end, mais tout finit comme ça devait finir. Alonso est trop fort, Ocon est un pilote dont toute écurie doit rêver, vu comment il est propre, régulier et bon. Et la voiture, elle est géniale. Oui, Alpine est le projet le plus avancé derrière les 3 top teams. Il n'y a pas photo à l'heure actuelle.
Mais s'il vous plaît, arrêtez de nous faire stresser et de créer des embrouilles. Fernando, maîtrise-toi. Pilote, c'est là où tu es le meilleur. On t'aime. Plus bas, on a Alfa Romeo qui a marqué des points à nouveau après le Mexique. Deux petits, ils ont très bien géré la grande bataille stratégique qui a eu lieu dans la deuxième partie du peloton. Bottas a tenu la bonne barre. Dommage pour Guan Yu Zhou qui faisait un meilleur week-end jusqu'au départ du Grand Prix où il est repassé derrière et ensuite il n'a pas réussi à s'extirper du peloton. Mais bon, ça fait 2 unités pour Alfa Romeo, ça fait beaucoup de bien. Et il y en a désormais 5 d'avance sur Aston Martin qui devra en marquer 6 à Abu Dhabi pour passer devant. À un moment donné, leur saison a vraiment pris le mauvais chemin, mais ils devraient réussir à terminer P6. C'est un moindre mal. Les Verts, eux, avaient un meilleur potentiel encore une fois, et Vettel l'a d'ailleurs exprimé à la perfection, il nous a fait un dimanche absolument génial. Mais la safety car l'a laissé avec des vieux pneus médiums face à un peloton déchaîné et resserré. À partir de là, c'était fini pour notre Seb qui aurait sûrement marqué entre 4 et 6 points à la régulière. Stroll, lui, a été beaucoup plus quelconque, que ce soit dans la qualif, dans le sprint ou évidemment dans la course. Plutôt moyen au global, mais il a suivi le bon paquet, il avait les bons pneus à la fin et il arrive à arracher la dernière unité. C'est déjà ça. Malheureusement, son week-end est forcément entaché par son décalage tardif sur Vettel dans le sprint. C'est la même que sur Alonso à Austin et c'est extrêmement dangereux. Au passage, on n'oublie pas que Sainz dans le sprint et Perez dans la course ont fait aussi des mouvements qui normalement devraient être réprimés. Il faut vraiment qu'on mette fin à ces manœuvres. Sinon, dans le peloton, j'ai pas mal de peine pour Mick Schumacher qui a vu Haas sauter de joie pendant que lui il était dernier en qualif, mais c'est beaucoup dû au fait que Haas les fait attendre trop longtemps pour le mettre sur les pneus slick et du coup il n'a pas eu le temps de faire un bon tour et il se retrouve dernier. Il fait un super sprint après, je crois qu'il monte 8 places, un départ de feu, il termine vraiment pas loin de Magnussen au final. Après les premiers tours, il est 8ème du Grand Prix, il a le bon rythme. Malheureusement, la voiture, elle affiche ses limites. La stratégie, elle n'est pas optimale. Il termine avec des très vieux pneus soft. Leclerc, Verstappen et Alonso remontent. Et au final, il n'y a pas de points. Alors qu'il en mériterait vraiment ce week-end, je trouve. Qu'il est vraiment au niveau de performance de Magnussen, mais que ça n'arrive pas à se voir au grand jour. On devrait bientôt savoir qui sera chez Haas l'an prochain. J'avoue que perso, j'espère que ce sera lui, parce qu'il ne mérite pas de perdre sa place sur ce qu'il nous montre, notamment sur la deuxième partie de saison. On veut en voir plus. Un mot pour AlphaTauri qui a une nouvelle fois montré qu'elle était trop faible pour espérer des points. Gasly n'en passe pas si loin, mais il a dû tenter 3 arrêts et être super agressif dans ses manœuvres pour obtenir quelque chose. Ça n'est pas passé. Quant à Tsunoda, il a été vraiment un petit peu en retrait ce week-end et il a surtout été au cœur de la plus grosse erreur qu'on ait vue. C'est tout simplement la FIA qui l'a oublié lors de la safety car. Latifi et Albon ont eu le droit de se dédoubler, mais pas lui, alors qu'il était entre les deux. Le pauvre a dû se garer à la relance. Une erreur qu'on pensait impossible à faire puisque désormais le règlement a été réécrit à ce niveau-là, après évidemment les événements d'Abu Dhabi la saison passée. Eh bien si, apparemment maintenant, les retardataires, tout ça c'est géré par un ordinateur et pour une raison inconnue, peut-être un bug, il n'avait pas calculé que Tsunoda était aussi retardataire, donc on ne lui a pas envoyé l'ordre et il n'y a personne, aucun être humain qui s'en est rendu compte et qui a dit bon là, le mec est quand même entre Perez et Sainz, doit y avoir un problème. Je pense qu'il y a un lap down. On en rigole, mais c'est une anomalie qui est absolument pas drôle. La FIA, de par son incompétence, a détruit la course d'un pilote. Bon, c'était pour la 16e place, mais au final, 16e, 5e, 1er, c'est pareil pour elle. Le pauvre Tsunoda, on lui a fait passer derrière Latifi, sans raison, et on l'a mis seul à un tour derrière tout le monde, sans raison. C'est fou, bravo à lui de ne pas avoir dépassé, malgré le fait que c'était la logique qui devait l'imposer. On respecte la consigne, bravo. Par contre, le petit Sainz, il l'a quand même doublé avant la relance, donc sous régime de safety car. Ça lui a permis d'attaquer Perez plus rapidement que prévu. On a décidé qu'on le laissait passer, on n'est plus à une aberration près, mais ce n'est pas réglementaire. Normalement, même dans les courses de F4, on doit le savoir. Enfin bref, on va pas rouvrir le dossier, voici les classements. Leclerc a le même nombre de points que Perez, mais il est devant parce qu'il a une victoire de plus. Celui qui termine devant l'autre à Abu Dhabi est deuxième du classement, comme l'an dernier Verstappen Hamilton, même si j'avoue que ça fait un petit peu moins rêver.
Derrière, George Russell peut lui aussi encore être deuxième, mais ça paraît improbable. Il risque surtout de terminer devant Hamilton et devenir le troisième coéquipier de Lewis à faire ça sur une saison après Button 2011 et Rosberg 2016. Mais on voit aussi que c'est serré entre Hamilton et Sainz. Derrière, Norris devrait être le meilleur des autres malgré son abandon et ça devient très serré entre les Alpines. Attention à la guerre d'ego aussi pour cette petite 7ème place. Et sinon, on a un Bottas qui devrait avoir assuré sa place dans le top 10. Le classement constructeur lui permet de se rendre compte que Williams existe bel et bien, on ne les a pas vus ce week-end, c'était vraiment, encore une fois, la catastrophe et ça me laisse vraiment pessimiste pour eux. Sinon, au niveau des écarts, 24 entre Ferrari et Mercedes, 19 entre Alpine et McLaren, 5 entre Alpha et Aston, 2 entre Haas et AlphaTauri. Mon pari, c'est que ça va rester dans cet ordre-là, je veux bien vos avis. Voici également les notes, vu la longueur de la vidéo, je ne les détaille pas, elles reprennent de toute façon ce que je viens de dire. Je suis prêt à en discuter, si des points vous dérangent, dites-moi dans les commentaires. Et comme d'hab, je peux ajuster si vous avez les arguments qui font mouche et que je me rends compte que vous avez raison. Ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Bien sur ce, je vous remercie de votre écoute. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien aimez cette vidéo avec un petit pouce. Abonnez-vous. Il ne nous reste plus qu'un seul Grand Prix dans cette saison, mais on a beaucoup de choses à dire et à préparer si on veut bel et bien la clôturer. Allez, moi je vous laisse avec Enzo Ferrari qui a lâché sa petite larme en regardant le documentaire sur Jean Todt. Petite promo, mais si jamais vous ne l'avez pas vu, foncez, c'est vraiment un régal. À bientôt.